L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Bonjour Monsieur Afra, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la chaîne 3. Monsieur Afra, vous y étiez il y a quelques jours à Msila, malheureusement, où des intempéries ont fait des victimes, 2 enfants ainsi que de nombreux blessés. Alors, que s'est-il passé dans la wilaya de Msila, dans cette localité précisément, suite à ces intempéries? Merci pour l'invitation. Bismillah, salam ala rasoulillah. Bon, tout d'abord, je m'incline devant les victimes de ces événements-là et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour combler leur famille avec toute la patience et le courage nécessaire pour surmonter cette difficulté et aussi pour, Inch'Allah, les accueillir dans son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, effectivement, juste après les événements qui se sont produits, Monsieur le ministre de l'Intérieur, avec une délégation, s'est déplacé sur les lieux, d'abord pour évaluer la situation, pour aussi écouter les doléances des citoyens, mais aussi pour transmettre les condoléances de Monsieur le Président de la République aux familles des victimes. Donc, si on regarde cet événement qui s'est produit, en fait, il s'agit d'un événement pluvieux, c'est des pluies qui se sont abattues sur plusieurs wilayas, plus particulièrement au niveau de la wilaya de Msila, de la wilaya de Sitif, de Borj, de Djelfa. Donc malheureusement, il y a eu 7 décès. Malheureusement. Donc il y a aussi plusieurs familles évacuées et plusieurs personnes secourues. C'est-à-dire s'il n'y avait pas justement cette mobilisation et justement cette réaction de la part des différents services, notamment les services de la protection civile que nous saluons au passage, mais aussi les services de la météo qui ont quand même informé et alerté de cet événement-là à travers plusieurs bulletins météo spéciaux, mais aussi à travers des avertissements orageux. Les dégâts auraient été beaucoup plus importants. Mais, quel que soit, ces victimes-là qui ont été occasionnées, quand même constituent un impact très important et quand même c'est très important comme dégâts. Monsieur Alpha, s'il vous plaît, lors de votre déplacement avec Monsieur le ministre de l'Intérieur, les citoyens de la localité de Sidi Issa Msila ont demandé et ont abordé plusieurs questions relatives à l'aménagement de l'Oued, puisque c'était sur un lit d'Oued, et sur l'état des routes et des pistes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de doléances des habitants de cette localité, qui j'imagine sont les doléances d'autres habitants qui habitent aux abords des Oued, notamment en cette période automnale? Oui, tout à fait. Vous savez, le citoyen, il ne regarde que... c'est-à-dire ce qui peut, je dirais, le sauver de ces événements-là. Quand on voit au niveau de cette ville de Sidi Issa, il y a un oued qui traverse la ville, mais aussi il y a la convergence de 2 autres oued au même point. C'est-à-dire vous avez 3 oued pratiquement qui convergent en un seul point et qui traversent toute la ville. Ailleurs, les oued qui traversent les villes font des villes une attractivité, donc un symbole d'attractivité et un élément, je dirais, d'attractivité. Mais malheureusement, chez nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire les oued constituent beaucoup plus une menace qu'un objet ou un élément d'attractivité. Donc, comment gérer ce risque? Bien sûr, les citoyens, pour eux, c'est l'oued, c'est normal, c'est l'oued qui a causé ces dégâts-là. Et il faut aménager, il faut réaménager, il faut nettoyer, c'est tout à fait normal. Mais quand on regarde cette oued, il a bien été aménagé.
D'accord. On voit tous les digues de protection, les murs de protection qui protègent la ville de ces crues et de ces furies de l'Oued. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que la conception de cet ouvrage-là a été faite dans les années 80 et il a été bien conçu parce qu'en construction civile et en construction hydraulique, en général, on conçoit les ouvrages pour une période de retour de 100 ans. C'est-à-dire c'est des crues centennales. On dimensionne nos crues décennales, mais aussi le dimensionnement qui est déterminant, c'est les crues centennales. C'est-à-dire l'événement qui s'est produit sur une durée d'1 siècle. Et on prend le maximum durant cette période-là et on dimensionne nos ouvrages à ces crues-là. Donc ils étaient bien dimensionnés. Même le dallo qui évacue l'Oued, donc il y a un pont au-dessus, sa section était dimensionnée en conséquence, donc pour pouvoir évacuer ce grand volume d'eau. Mais ce qui se passe en cours du temps, c'est que cette Oued, par effet d'accumulation des déchets et plus particulièrement solides. Oui. Donc ils sont entraînés depuis des années. Donc concrètement, il y a des déchets qui ont été jetés dans l'Oued qui ont provoqué ces crues. Des déchets depuis des années et même les débits solides, même un Oued quand il monte en furie, donc il transporte tout ce qu'il trouve sur son chemin. Oui. Maintenant, s'il y a des obstacles sur son chemin, ça veut dire que l'homme, entre guillemets, a agressé le cours d'eau naturel de l'Oued. Et tout à fait de manière naturelle, la nature se réapproprie ces droits. Même si vous l'agressez aujourd'hui, même s'il le faut 1 siècle après, la nature se réapproprie ses droits. Donc quand on regarde, quand on regarde la hauteur d'eau, la capacité d'accueil des eaux et la capacité d'évacuation, de 5 mètres, elle est réduite pratiquement à 1 mètre ou 2 mètres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu accumulation des débris, des déchets solides, du sable, de la terre. Donc il y a beaucoup de déchets qui ont fait que la capacité d'accueil et d'évacuation, donc de 5 mètres, elle est réduite à pratiquement 2 mètres de hauteur. Donc c'est même la section d'évacuation des eaux au niveau du dallo, donc elle s'est rétrécie, donc c'est devenu un goulot d'étranglement. Donc au lieu que ça soit un point d'évacuation, c'est devenu un goulot d'étranglement. Et tout ça est dû justement, comme je l'ai dit d'abord, au problème de déchets, au problème d'aménagement. Parce que ce qu'il faut rappeler, madame, c'est que les inondations, même si elles sont prévisibles, donc à l'inverse par exemple des séismes, donc les inondations, comme je l'ai dit, à travers les bulletins météo, on sait que dans 24 heures, il va y avoir une pluie qui va s'abattre sur telle ou telle région. Même on connaît même préalablement la hauteur d'eau qui va s'abattre. C'est-à-dire quand on vous dit il va y avoir 30 à 40 mm, ça veut dire 40 litres d'eau par mètre carré de sol. C'est rien du tout ça, 40 mm, c'est rien du tout. En l'occurrence, là, c'était 50 mm. Oui, on est arrivé à peine à 50 mm et ça a été prévu par la météo. La météo, quand on vous donne un bulletin météo, on vous dit que les précipitations vont aller entre 30 et 40, mais on peut dépasser localement 50 mm. C'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire la prévision était pratiquement la même que la réalité. Donc sur ce plan-là, on n'a pas de souci, la prévision, elle est bien faite. Maintenant, le problème, c'est comment gérer l'après-BMS, l'après-bulletin météo, comment se préparer, comment faire de la prévention, comment gérer la crise. C'est tout ça qui est, je dirais, le problème, parce que le volume d'eau qui s'est abattu, vous savez, c'est très simple, c'est arithmétique, c'est la surface du bassin versant fois la hauteur d'eau, donc vous avez le volume. Pourquoi il n'y a pas eu d'opération de nettoiement de l'Oued, monsieur Arfa, pour éviter ces inondations? Non, il y a eu des opérations de nettoiement, comme je l'ai dit, il y a eu des opérations, mais on ne peut pas, comme je l'ai dit, c'est ça le problème des inondations, même si elles sont prévisibles, à l'inverse des séismes, comme je l'ai dit, mais les travaux de prévention doivent être permanents et
je dirais, à tout moment. Il ne suffit pas de nettoyer une fois pour penser que nous avons réglé le problème. Contrairement au séisme, le séisme, il suffit de démentionner nos ouvrages une fois contre le séisme, on réalise parasismique, on peut dormir tranquillement. Par contre, les inondations, non. Les inondations, c'est comme les incendies de forêt. C'est-à-dire ça ne suffit pas de nettoyer une fois par an, durant une campagne médiatique, durant une campagne c'est pas conjoncturelle, pour dire que nous avons nettoyé, nous avons aménagé. Non, c'est un travail quotidien et permanent qu'il faut faire. Parce que le problème qui se pose, il suffit de nettoyer aujourd'hui tous les réseaux d'évacuation, les réseaux d'assainissement, mais une semaine après, vous allez vérifier de vous-même, vous allez trouver la même situation. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que nous n'avons pas un civisme dans la gestion des déchets. Nous sommes tous citoyens. Ça relève du rôle de qui? Des collectivités locales actuellement? En premier lieu, ça relève du citoyen. Et il faut qu'il y ait un civisme. On ne peut pas considérer la route comme étant un dépotoir. Alors, même si vous avez des dépôts d'ordures qui sont, je dirais, pris en charge par les entreprises de ramassage, mais entre deux dépôts, c'est un problème. Vous allez voir les caniveaux ou les grilles ou les avaloirs, c'est pas possible. C'est-à-dire quand on regarde ce qui passe dans les avaloirs, on se pose la question comment on ait pu introduire ces objets à l'intérieur. Bon, il y a du tout. Il y a la responsabilité du citoyen, il y a la responsabilité des collectivités locales, il y a la responsabilité un peu de tout le monde. Comme je l'ai dit, il y a la culture, il y a la sensibilisation, il y a la formation, il y a l'information, il y a les études, il y a la recherche, il y a tout ça qui doit justement jouer un rôle pour permettre de réduire ces impacts-là. Alors, il y a le ministre de l'Intérieur qui a réuni toute son équipe il y a quelques jours. Vous étiez présent à cette réunion et il a donné quelques instructions pour faire face à ces intempéries puisque la période automne-hiver commence. Quelles sont les grandes lignes des mesures à suivre? On va dire qu'on ne va pas éviter les intempéries pour y faire face, surtout, Monsieur Alpha. Oui, effectivement, Monsieur le ministre de l'Intérieur réalise et fait des réunions de coordination hebdomadaires. Donc pratiquement chaque dimanche, une réunion de coordination donc avec tous les cadres du secteur. Donc pour ce qui concerne les deux dernières réunions, donc l'ordre du jour était entre autres les intempéries. D'ailleurs, juste avant, donc la réunion avec les Wali, donc en visioconférence, ce point a été évoqué. Il lui a été consacré tout un point à l'ordre du jour. Donc c'était en prévention, c'est-à-dire avant que les choses ne se produisent. Donc Monsieur le ministre avait donné des instructions justement pour faire des travaux de prévention une priorité. Parce que les risques, ça se gère par la prévention, par l'anticipation, par l'alerte, donc il faut consacrer un budget, consacrer un temps, se mobiliser pour justement éviter que la catastrophe ne se produise. Parce qu'une fois que la catastrophe s'est produite, ça y est, on n'y peut rien. Donc, Monsieur le ministre, à travers ces différentes réunions de coordination, donc notamment lors de 3 réunions consécutives, dont l'une était bien avant la survenance de ces événements-là, était consacrée à la gestion du risque inondation en prévision. Donc les instructions étaient très claires. Alors on va parler des instructions dans quelques instants. Excusez-moi vraiment de vous avoir coupé, M. Affa. C'est juste qu'il y a le sommaire de l'actualité dans quelques instants, quelques secondes à peine. Rebonjour à tous, 8h32 sur AG 3. L'invité du jour est aujourd'hui M. Abdelhamid Afra, délégué national au risque majeur au ministère de l'Intérieur. Rebonjour monsieur. Bonjour. Alors on parlait des instructions du ministre de l'Intérieur concernant les intempéries. Concrètement, est-ce qu'il y aura du nouveau en matière de gestion des intempéries pour cette rentrée sociale? Peut-être donner un plus grand nombre de prérogatives au niveau des autorités locales? Oui, merci. Donc, comme je l'ai dit, Monsieur le ministre réunit périodiquement et pratiquement hebdomadairement tous les cadres du ministère. Et
plusieurs fois aussi en visioconférence avec les Wali. Monsieur le ministre a rappelé lors de ces réunions-là les différentes étapes de la gestion du risque inondation, à commencer par la prévention. Donc, Monsieur le ministre avait rappelé toutes les instructions qui étaient destinées à mesdames et messieurs les Wali pour faire des travaux de prévention en prévision d'un quelconque risque d'inondation. Donc ces instructions portent sur les différents travaux à réaliser. Donc notamment, c'est des travaux en général qui ne demandent pas beaucoup de financement, c'est juste des nettoiements à faire, donc de la mobilisation, ainsi de suite. Donc ça, après le volet prévention, donc il y a le volet préparation. Le volet préparation qui commence à partir du moment où le BMS est émis. Donc une fois que le BMS est émis par Météo Algérie, ce BMS est transmis instantanément à travers une plateforme à tous les Wali concernés avec copie aux autres Wali pour information. En leur donc demandant de se mobiliser pour préparer justement la réponse, donc en cas où une catastrophe se produirait. Et nous avons une plateforme numérique, donc au niveau du ministère de l'Intérieur, avec des démembrements au niveau de chaque wilaya. C'est-à-dire, une fois que le BMS est émis, l'alerte commence pour faire la remontée d'informations du local, des localités, des collectivités locales vers la centrale. Il y a un suivi donc instantané de tout ce qui se passe au niveau des wilayas pour ce qui concerne ce risque-là. Et une fois que l'événement est enclenché, maintenant c'est l'activation des plans ORSEC, des plans d'organisation des secours qui permettent justement la mobilisation et la réponse et bien sûr la mobilisation des moyens de riposte. Et elle a rappelé aussi, Monsieur le ministre, le relèvement, donc la phase de relèvement, c'est-à-dire après avoir consommé la catastrophe ou les événements, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment prendre en charge les citoyens, les victimes? Comment reconstruire au mieux, en tirant bien sûr les leçons et les expériences donc, acquises, pour justement faire des recommandations pour reconstruire au mieux. Donc c'était ça l'objet de ces différentes réunions, bien sûr en instruisant et les cadres de la centrale, donc justement pour se mobiliser, pour faire appliquer au niveau local toutes ces directives, toutes ces instructions, mais aussi aux collectivités locales pour les mettre en œuvre dans ce cadre-là. Et nous travaillons dans un cadre concerté et bien sûr avec tous les cadres et tous les partenaires concernés, justement pour contribuer à la réduction de ce risque. Et en parlant de la réduction de ces risques, vous travaillez dans un cadre multisectoriel. Est-ce qu'il y a un travail avec le ministère de l'Habitat, effectuer des contrôles CTC pour renforcer la résilience des infrastructures, notamment aux abords des oued? Oui, vous savez, comme je l'ai dit, il y a la phase avant et la phase après. Oui. Alors, pour ce qui est de la phase avant, c'est-à-dire en prévention et en prévision, donc il y a là un comité intersectoriel. Il y a un comité intersectoriel qui est constitué d'une quinzaine de ministères, dont le ministère de l'Habitat et tous les autres ministères aussi concernés, qui travaillent sur la prévention. Sur la prévention et notamment sur ce qu'on appelle l'élaboration des plans généraux de prévention. Oui. Les PGPRC, les plans généraux de prévention de risques. Et je rappelle que l'Algérie est bien sûr fait face à 18 risques majeurs, dont les inondations. Et la nouveauté dans cette nouvelle stratégie, c'est que nous avons responsabilisé les secteurs par risque. Donc chaque risque a un responsable du secteur, donc un ministère concerné en tant que chef de file. Mais bien sûr, d'autres ministères sont membres dans ces comités donc sectoriels. Par exemple, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense nationale sont membres dans les 18 risques. Je rappelle que le ministère de l'Intérieur est chef de file de 3 risques,
Donc risque sismique, risque géologique et risque de regroupement humain important. Et les membres, le ministère de l'Intérieur est membre dans tous les risques. Donc ces comités intersectoriels élaborent ces plans de prévention. Parmi les informations et les données à fournir dans le plan de prévention, toutes les zones non constructibles. Et évaluer le niveau de vulnérabilité. Le niveau de vulnérabilité s'évalue par un contrôle, par une expertise du CTC et d'autres organismes concernés, pour évaluer le niveau de vulnérabilité, pour dire que, attention, dans cette zone-là, oui, le niveau de vulnérabilité par rapport à l'inondation, ou par rapport au séisme, ou par rapport au risque de glissement de terrain, il est évalué à tel ou tel degré. Et que l'ALEA, l'évaluation de l'ALEA aussi se fait, et à partir des deux paramètres, on peut calculer le risque et donner justement les solutions pour réduire le risque. On ne peut pas annuler un risque, on ne peut pas l'annuler, parce que, oui, comme je l'ai dit, c'est un produit de deux nombres. Pour que le résultat d'un produit de deux nombres soit nul, il faut que l'un des deux soit nul. Alors que ce n'est pas le cas. On ne peut pas annuler l'ALEA parce que c'est naturel. Et d'ailleurs, il y a combien de zones de vulnérabilité en Algérie? Est-ce qu'elles sont nombreuses, ces zones? Par rapport au risque inondation. Par rapport au risque inondation. Oui, par rapport au risque inondation, nous avons 865 zones inondables, géoréférencées, délimitées géographiquement, et on connaît toutes les caractéristiques de ces zones-là. Oui. À travers la superficie du bassin versant, c'est-à-dire nous avons la superficie du bassin versant, nous connaissons aussi la nature du couvert végétal, nous connaissons aussi la nature des sols et la topographie et le relief. Pourquoi? Parce que quand Météo Algérie annonce par exemple 40 mm d'eau, 40 mm c'est dans l'air. Très bien. C'est dans l'air. Maintenant, quand c'est 40 mm, comme je l'ai dit, c'est équivalent à 40 litres par mètre carré. Quand ces 40 mm arrivent en surface du sol. Alors, que cette quantité arrive en zone urbaine ou en zone rurale, c'est pas la même chose. Absolument. Donc il y a la déperdition, il y a l'absorption des eaux par la nature du sol. Il y a des eaux qui absorbent beaucoup d'eau, il y a d'autres qui n'absorbent pas. Il y a des reliefs accidentés, il y a d'autres qui sont plats. Il y a des reliefs aussi qui ont ce qu'on appelle la conductivité hydraulique de l'eau. Donc l'eau circule facilement. Donc en fonction de cet aléa, il y a le deuxième volet, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité qui permet justement d'évaluer avec le niveau d'aléa, d'évaluer le volume d'eau qui va réellement être évacué soit par le leadwed. Et maintenant, si vous avez des obstacles, eh ben, on le saura que cette eau ne peut pas être évacuée. Et elle va certainement trouver un autre chemin pour rentrer dans les maisons, pour inonder les routes ou pour rentrer déborder sur les ponts, ainsi de suite. Donc tout ça sur le plan, je dirais, préventif, il est connu. Il est connu. Maintenant, il faut le mettre en œuvre sur le terrain. Le mettre en œuvre sur le terrain, bien sûr, il faut que tous les acteurs se mobilisent. Les risques, c'est pas un secteur, c'est 18 secteurs. C'est horizontal, c'est pas vertical. Et d'ailleurs, en parlant de prévention, parlez-nous du plan Orsec de Wilaya pour l'année 2025 concernant les intempéries. Oui. Les plans Orsec, vous savez, les plans Orsec ont été institués par le décret 1959, c'est-à-dire en 2019. Oui. Même s'il y avait des plans avant de gestion, mais les plans Orsec, avec cette disposition, ont été introduits en 2019. Donc il y a des plans Orsec qu'on appelle de Wilaya, qui concernent la Wilaya. Il y a des plans Orsec communaux. Il y a le plan Orsec national. Il y a le plan Orsec aussi des sites sensibles. Et le plan Orsec de Wilaya, donc, comme d'ailleurs le plan Orsec de la commune, sont constitués de quoi? Ils sont constitués de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est les risques potentiels de la Wilaya ou de la commune, qui peuvent se produire au niveau de cette zone-là, que ce soit communale ou Wilaya. C'est-à-dire tous les risques potentiels qui peuvent survenir dans cette Wilaya, dans cette commune, sont énumérés. Avec bien sûr leur niveau d'aléa, le niveau d'aléa, c'est-à-dire le niveau d'intensité de chaque risque. Pour ce qui est des inondations, c'est la hauteur d'eau. Pour ce qui est des séismes, c'est l'intensité ou la magnitude ou l'accélération. Pour ce qui est des incendies de forêt, c'est la même chose. Donc vous avez cette première partie qui
qui décrit le profil de risque de la wilaya. Ensuite, vous avez les moyens de riposte et les moyens de réponse. Ça, c'est au niveau communal et wilayal. Oui, oui. Au niveau communal, même au niveau du site sensible. D'accord. Et là, les moyens de riposte, donc nous avons 13 modules. 13 modules des plans Orsec, donc depuis le module sécurité, ordre public, le module AEP, alimentation en eau potable, le module éducation, le module enseignement, le module solidarité. Donc il y a 13 modules. Chaque module est constitué d'un chef de module, d'un adjoint, ainsi que des membres de ce module. Et on active le plan Orsec, donc sur décision du Wali, sur arrêté du Wali. Est-ce qu'il est activé actuellement? Oui, quand il est activé à l'occasion. D'accord. Occasionnellement. Donc, quand il y a un risque imminent, d'abord, il y a ce qu'on appelle la pré-alerte. La préactivation. Donc on le met en alerte. On met en alerte le plan Orsec. Une fois que les choses se précisent, on le déclenche. C'est ce qu'on appelle le déclenchement du plan Orsec par le Wali ou par le PAPC ou par le ministre de l'Intérieur quand il s'agit du plan national. Est-ce qu'au niveau national, il a été activé pour cette année? Non, il n'y a pas eu. On ne l'active que lorsque la catastrophe est d'envergure nationale, le plan national, le plan Orsec national. Le plan Orsec de Wilaya est activé aussi lorsqu'il y a au moins 2 plans Orsec communaux sont activés. Très bien. Et le plan Orsec communal, il est activé donc à l'occasion. Et ces plans Orsec, comme je l'ai dit, le deuxième volet, c'est les moyens. Tous les moyens mobilisables au titre du plan Orsec sont listés. Les moyens humains et matériels. C'est-à-dire nous connaissons dans chaque commune, dans chaque wilaya, quels sont les moyens dont nous disposons pour faire face aux inondations, pour faire face au séisme, pour faire face aux risques sanitaires, pour faire face... Mais je précise que c'est les moyens mobilisables, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisables. Est-ce qu'ils sont suffisants ou non? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce qu'ils sont suffisants? Oui, pour chaque cas, c'est un cas. Et maintenant, justement, lorsque les moyens d'une commune, d'un plan Orsec communal, d'un plan Orsec de wilaya ne sont pas suffisants, on active le plan Orsec inter-wilaya. C'est-à-dire on fait appel aux wilayas limitrophes sur décision du ministre de l'Intérieur pour justement mettre à la disposition d'une wilaya qui n'a pas les moyens suffisants pour activer les autres moyens des wilayas limitrophes. Monsieur Afra, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que donc vous êtes le délégué national au risque majeur au ministère de l'Intérieur et on parlait aujourd'hui des inondations qui ont eu lieu ces derniers jours à travers de nombreuses wilayas du pays. Merci. Je vous remercie.